Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. James entra dans un atelier de mécanique pour la 8e fois, au bord de perdre patience et raison. Le moteur de sa Chevelle SS des années 1970, son trésor personnel et la fierté de la famille Thompson, était tombé en panne juste devant Carter & Sons Auto Repair, un garage niché dans une rue latérale de Brentwood, Tennessee. James regarda l'endroit avec dédain. Est-ce ici que les moteurs viennent dire adieu? Marmonna-t-il pour lui-même. L'enseigne à l'entrée était de travers, avec quelques lettres manquantes, des pneus couverts de poussière étaient entassés à l'extérieur. Il soupira. C'était tout ce qui restait. Il se dirigea vers l'entrée de l'atelier. Au fond du garage, il vit quelqu'un penché sur le capot d'un vieux pick-up. Des bottes sales, un Jean graisseux, une silhouette qui semblait aussi vieille que l'atelier. Il s'approcha et demanda, sans cacher le sarcasme dans sa voix, « Est-il ici capable de réparer une vraie voiture classique ?» La personne sortit de sous le capot. Elle essuya ses mains sur un chiffon usé, leva le visage et répondit avec un sourire mordant. « Je suis la mécanicienne, Emily. Je peux jeter un œil à votre voiture. » James resta silencieux un instant. Elle était jeune, couverte de graisse, semblait ordinaire et bien trop confiante. Il haussa un sourcil. « Vous ?» Elle hocha la tête. « Exactement. Mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, j'ai emmené cette voiture dans cet atelier spécialisé. Personne n'a su trouver ce qui n'allait pas avec le moteur. Pas même les meilleurs ingénieurs de Nashville. » Emily croisa les bras, s'appuya contre le pare-choc du pick-up et répondit avec un sourire à demi sarcastique. « Ça n'est arrivé que parce que vous n'êtes pas venu ici en premier. » Son audace le fit presque rire. « Presque. Si vous réparez ce moteur, je vous donnerai tout mon salaire, » dit-il avec un sourire moqueur. Emily lui rendit un sourire encore plus sarcastique. « D'accord, mais je veux du liquide. » James cligna des yeux. Sa réponse heurta son orgueil comme une gifle. Il s'attendait à un jeu plaisant ou à un rire poli, mais elle ne s'y a même pas. Elle se contenta de marcher vers un vieux meuble rouillé, en sortit une boîte à outils usée portant l'inscription F. Carter écrit à la main, et s'approcha de la Chevelle comme si elle allait ouvrir un secret de famille. « Ouvre le capot ?» demanda-t-elle. James le fit sans réfléchir. Emily examina le moteur pendant une minute, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle prit un morceau de tuyau, le posa contre le bloc moteur et écouta attentivement à l'autre extrémité. Son expression était sérieuse mais calme, expérimentée, malgré son jeune âge. En moins de 10 minutes, elle retira 2 pièces, effectua un réglage manuel sur la ligne d'allumage et nettoya les connecteurs avec une brosse à poil court. « Essaye maintenant, » dit-elle en reculant. James monta dans la voiture, tourna la clé, et la Chevelle rugit. Comme au bon vieux temps, un son profond, stable, clair. Il coupa le moteur, sortit et regarda Emily comme si elle venait de faire de la magie. « Comment avez-vous » balbutia-t-il. C'était juste une connexion inversée dans le système d'allumage. « Votre moteur demandait de l'aide » répondit-elle en haussant les épaules. James tenta se ressaisir. « Combien je vous dois » Emily n'hésita pas. « Votre salaire. » Il rit, mais son sourire s'effaça rapidement. « Je plaisantais. » Elle s'avança et répondit d'un ton calme, mais avec des yeux perçants. « Mon père disait toujours, la parole d'un homme est celle d'un roi, et un roi ne revient pas sur sa parole. Êtes-vous un homme, monsieur Thompson ?» Il se figea. « Demain, je viendrai avec l'argent. Je serai là, » dit-elle, retournant déjà vers le pick-up qu'elle avait laissé ouvert. James monta dans la Chevelle, démarra le moteur, qui ronronnait maintenant comme un lion satisfait, et partit sans regarder en arrière. Mais dans la voiture, il se mordit la lèvre inférieure, vaincu par la seule mécanicienne qui n'avait pas cherché à l'impressionner. Elle avait simplement fait ce que personne d'autre n'avait pu, écouter le moteur et briser son orgueil en même temps. James passa toute la nuit à faire des calculs. Son salaire mensuel en tant qu'ingénieur en chef chez Thompson Automotive Industries n'était pas négligeable, 15 000 $ après impôts, assez pour acheter une voiture neuve, assez pour faire sourire n'importe quel mécanicien de Brentwood pendant un mois, mais aussi assez pour entamer son orgueil. Le lendemain matin, il gara la Chevelle devant Carter & Sons Auto Repair à 9 heures précises. Le moteur ronronnait toujours parfaitement, un rappel constant qu'une femme aux mains sales avait accompli ce que les meilleurs experts de Nashville n'avaient pas pu. Il sortit de la voiture avec une épaisse enveloppe dans la poche intérieure de son blasé. De l'argent liquide, comme elle l'avait demandé. Mais James n'était pas homme à accepter facilement la défaite. Emily était au même endroit que la veille, penchée sur le moteur d'un Ford F-150 bleu délavé. Elle portait le même jean taché de graisse, mais aujourd'hui, une chemise à carreaux noués autour de la taille. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval désordonnée. Rien de glamour, rien de remarquable, et pourtant, elle avait surpassé toutes ses connaissances en 10 minutes.
Bonjour, mademoiselle Carter, dit-il, essayant de paraître décontracté. Elle leva les yeux sans sortir de sous le capot. Oh, vous êtes revenu. Je pensais que vous aviez oublié notre conversation. Un Thompson n'oublie jamais une dette, répondit-il, sortant l'enveloppe de sa poche. 15 000 $, comme promis. Emily essuya ses mains sur un chiffon, et prit l'enveloppe. Elle l'ouvrit, compta rapidement et hocha la tête. La parole d'un roi, murmura-t-elle, rangeant l'argent dans un tiroir poussiéreux derrière une pile de vieux manuels. James s'attendait à ce qu'elle soit impressionnée. Il espérait un merci, ou au moins un sourire. Mais Emily retourna simplement au moteur du F-150, comme si 15 000 $ n'étaient que de la menue monnaie. Cela le dérangea plus qu'il ne l'aurait voulu. « Vous savez quoi, mademoiselle Carter ?» dit-il, croisant les bras. « Je veux voir si hier n'était pas juste un coup de chance. » Elle arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « De la chance ? Nous avons un moteur dans notre usine qui nous cause des problèmes depuis 3 semaines. Une équipe entière d'ingénieurs n'a pas réussi à trouver la solution. Vous voulez essayer ?» Emily essuya lentement ses mains, réfléchissant. « Pourquoi ferais-je ça? Par curiosité? Pour de l'argent ?» James haussa les épaules. « À vous de choisir. » Elle s'approcha, s'arrêtant à quelques pas. « Si je répare ce moteur, vous me traitez avec respect, plus de mademoiselle condescendant, plus de regard en coin, plus de tests pour voir si j'ai eu de la chance. » James héchita. Il y avait dans sa voix une autorité qu'il ne s'attendait pas à trouver dans un endroit comme celui-ci. « Marché conclu, » dit-il, tendant la main. Emily la serra fermement. Ses paumes étaient rugueuses à cause du travail, mais sa poignée était assurée. « Alors, allons à votre usine. » Thompson Automotive Industries se trouvait de l'autre côté de Brentwood. Dans un complexe industriel moderne avec des bâtiments en verre et des parkings pavés, Emily descendit de son vieux pick-up rouge et regarda l'endroit avec intérêt, mais sans intimidation. James la conduisit à la zone de développement où une équipe de 5 ingénieurs se tenait autour d'un moteur vu posé sur un établi métallique. Tous portaient des chemises blanches et des badges d'identification. « Tout le monde, » dit James, « voici Emily. Elle va examiner notre problème. » Les ingénieurs échangèrent des regards. L'un d'eux, un homme d'âge moyen avec des lunettes et une cravate bleue, fronça les sourcils. « Est-elle consultante spécialisée ?» demanda-t-il, détaillant Emily de la tête aux pieds. « C'est une mécanicienne, » répondit James. Le silence qui suivit fut gênant. Emily remarqua les regards dédaigneux, mais cela ne semblait pas la déranger. Elle s'approcha de l'établi et étudia le moteur avec soin. « Quel est le problème ?» demanda-t-elle. « Le moteur démarre, mais il perd de la puissance après quelques minutes, » expliqua une ingénieure blonde. « Nous avons vérifié l'injection, le système électrique, le refroidissement. Tout semble normal dans les tests. » Emily hocha la tête et demanda un stylo. Comme personne ne lui entendit, elle sortit un stylo bleu de sa poche et commença à prendre des notes sur son propre bras gauche, des chiffres, des diagrammes simples, des points de référence. Les ingénieurs l'observaient comme s'il s'agissait d'un animal rare. « Puis-je retirer la culasse ?» demanda-t-elle. « Farci, dit James. » Emily utilisa les outils disponibles sur l'établi et se mit au travail. Ses mains bougeaient avec précision, chaque mouvement délibéré. Elle démonte la culasse en 15 minutes, examina chaque pièce une par une, puis pointa un petit capteur fixé sur le côté du bloc. « Voici votre problème, » dit-elle en touchant la pièce. « Mauvais contact dans le capteur de température du liquide de refroidissement. Il envoie de mauvaises données à l'ECU. Le système pense que le moteur surchauffe et coupe la puissance automatiquement. C'est impossible, marmonna l'homme aux lunettes. Nous avons testé ce capteur 3 fois. Vous l'avez testé hors du moteur, répondit Emily, toujours concentrée sur la pièce. Le problème n'apparaît qu'avec les vibrations. Le contact interne est desserré. Elle débrancha le capteur, nettoya les bornes avec une petite brosse et reconnecta le tout. Puis elle remonta la culasse aussi vite qu'elle l'avait démontée. Vous pouvez tester maintenant, dit-elle, s'écartant de l'établi. L'homme aux lunettes démarra le moteur. Le vieux rugit doucement et maintint un ralenti stable. Il accéléra. Le moteur répondit instantanément. Plus d'accélération, pleine puissance, aucune chute de performance. Tout le monde se tut. James regarda Emily, qui essuyait ses mains sur un chiffon emprunté. « Vous êtes un génie, dit-il, sincèrement impressionné. » Emily lui rendit un demi-sourire. « Je préfère qu'on m'appelle mécanicienne. » Elle rendit les outils, fit un signe à l'équipe et se dirigea vers la sortie. James la suivit, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. « Comment saviez-vous » demanda-t-il, la rattrapant dans le couloir. « J'ai écouté le moteur, » répondit-elle sans s'arrêter. « Il m'a dit où était le problème. Les moteurs ne parlent pas. » Emily s'arrêta, et se tourna vers lui. « Pour ceux qui savent écouter, si, il suffit d'apprendre leur langage. » Elle continua vers la sortie, laissant James dans le couloir avec plus de questions que de réponses, et avec la certitude absolue qu'Emily était bien plus qu'une simple mécanicienne de petite ville. C'était un mystère qu'il devait résoudre.
James dormit à peine cette nuit-là. L'image d'Emily démontant le moteur en 15 minutes pendant que 5 ingénieurs experts restaient là à regarder, en silence tournait dans sa tête comme un piston mal réglé. Le lendemain matin, il arriva au bureau 2 heures plus tôt que d'habitude. Il s'assit dans un fauteuil en cuir derrière son bureau en acajou et commença à griffonner des chiffres sur un carnet, salaire de base, avantages, plan santé, participation aux bénéfices. Que faudrait-il pour convaincre quelqu'un comme Emily de travailler pour lui? À 10 heures, il appela Laura, sa secrétaire, par l'interphone. Laura, préparez un contrat de travail. J'en aurai besoin cet après-midi. Pour quel poste, monsieur Thompson? Ingénieur consultant senior. Salaire de départ à 80 000 $ par an avec révision tous les 6 mois. Laura nota mais hésita. Avez-vous discuté de cela avec les RH? Pas besoin. Je ferai l'entretien moi-même. À 14 heures, James retourna à Carter & Sons Auto Repair. Cette fois, il portait une chemise bleu clair sans cravate, essayant de paraître moins formel. Pourtant, il se sentait déplacé dans cet environnement. Emily était sous un Dodge Ram noir, seules ses jambes visibles. Il entendit le bruit des clés à molette et quelques mots étouffés en espagnol, probablement pas des compliments sur le système de suspension. Mademoiselle Carter, appela-t-il. Si c'est un autre test, vous pouvez partir, répondit-elle dessous le pick-up. J'ai déjà fait mes preuves. En fait, je suis venu faire une offre. Emily glissa dessous le Dodge, s'assit sur le sol et le regarda avec curiosité. Elle avait une tache d'huile sur la joue gauche et les cheveux en désordre. Quel genre d'offre? James sortit un contrat de la poche intérieure de son blazer, et le déplia soigneusement. Un emploi chez Thomson Automotive Industries. 80 000 $ par an plus avantages. Vous seriez notre ingénieur consultante senior. Emily prit le papier et le lut rapidement, fronçant les sourcils. Puis elle le lui rendit. Non, merci. James cligna des yeux, perplexe. Il s'était préparé à négocier, être à une demande de plus d'argent, des questions sur les horaires, pas à un non simple et direct. Vous n'y avez même pas réfléchi. Il dit, 80 000 $, c'est 4 fois plus que ce que vous gagnez probablement ici. Et alors? Emily se leva et commença à essuyer ses mains sur un chiffon sale. Je suis bien ici, dans l'atelier de mon père. Il m'a tout appris. C'est ma place. Votre père? James regarda autour de lui. Où est-il? Emily pointa une photo encadrée sur le mur à côté d'un calendrier de 2019. La photo montrait un homme d'âge moyen souriant dans une combinaison bleue, tenant une clé à molette. En dessous, une petite plaque dorée indiquait « En mémoire de Frank Carter, 1965 à 2021 », James sentit un nœud se former dans son estomac. « Je suis désolé, je ne savais pas. »« Ce n'est pas grave, » dit Emily, retournant au Dodge. « Il m'a appris qu'un mécanicien est là où il y a un moteur cassé. Et par ici, il y a toujours du travail. » James la suivit, déterminé à ne pas abandonner. « Mais Emily, pensez-y. Vous travaillez avec de vieux outils. Le sol est fissuré. Il n'y a pas de climatisation, et le toit fuit à 3 endroits. Et alors? Vous avez trop de talent pour rester dans un endroit comme celui-ci. Dans notre entreprise, vous auriez des laboratoires modernes, du matériel de pointe, une équipe qualifiée. » Emily arrêta de travailler sur le moteur et se tourna lentement vers lui. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, un mélange de tristesse et d'irritation. « Monsieur Thompson, puis-je vous poser une question? » « Bien sûr. Connaissez-vous la différence entre un moteur et une machine? » James hésita. « Eh bien, techniquement, un moteur est un type de machine. » Non, l'interrompit-elle. Un moteur a une histoire. Il a une personnalité. Chaque rayure, chaque bruit étrange, chaque vibration raconte l'histoire de celui qui l'a conduit, où il est allé, ce qu'il a traversé. Elle pointa le Dodge Ram. Celui-ci appartient à Tom Harrison. Pas le chanteur, sourit-elle. Tom, le gars qui possède un ranch de bétail de l'autre côté de la ville. Il a acheté ce pick-up en 2003 pour conduire sa plus jeune fille à l'école tous les jours. 17 ans plus tard, elle est devenue médecin et a déménagé à Nashville. Mais Tom le ramène tous les mois pour une révision parce que ce moteur contient tous leurs souvenirs. James écouta en silence. C'est là que les moteurs ont une âme, continua Emily, désignant le garage. Dans votre usine, vous avez juste des machines, des pièces neuves, des ordinateurs, de l'efficacité, mais personne ne se soucie de l'histoire que chaque moteur portera. Emily, c'est romantique, dit James, essayant de sembler compréhensif, mais ça ne paie pas les factures. Ça ne construit pas un avenir solide. Mon père a construit ce garage de ses propres mains en 1987, dit-elle, marchant vers l'établi. Il a payé la maison, m'a élevé seul après la mort de ma mère, m'a appris tout ce que je sais avec des moteurs qui avaient une âme, Monsieur Thompson, pas avec des machines sans histoire. James s'approcha de l'établi et remarqua une boîte à outils ouverte. À l'intérieur, chaque clé, chaque pince, chaque tournevis était organisé avec une précision militaire, certains outils étaient visiblement vieux,
leurs manches en bois lissées par l'usage. C'était les siens? Demanda James, pointant les outils. Sutton's. D'autres, je les ai fabriqués moi-même, dit Emily, prenant une clé avec un manche peint en bleu. J'ai fabriqué celle-ci quand j'avais 15 ans. Mon père disait toujours. Un vrai mécanicien doit connaître ses outils comme un musicien connaît son instrument. James prit la clé. Elle était lourde, solide, marquée de rayures et de signes d'usure. Vous avez fabriqué ça? Je l'ai forgée dans l'atelier d'à côté. Monsieur Lopez m'a appris. Ça m'a pris 3 semaines, mais elle est sortie parfaite. James rendit l'outil, clairement impressionné. Emily, je comprends la valeur sentimentale de tout ça, mais imaginez ce que vous pourriez faire avec des ressources illimitées, de la recherche, du développement, une technologie de pointe. Pourquoi faire? Demanda-t-elle, fermant la boîte à outils. Pour construire des moteurs plus efficaces, plus propres, plus silencieux. Oui, pour améliorer la vie des gens. Emily sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Monsieur Thompson, savez-vous pourquoi j'ai réparé votre cheval en 10 minutes? Parce que vous êtes talentueuse. Parce que j'ai écouté. Je me suis allongé dessous, j'ai posé ma main sur le moteur et j'ai écouté ce qu'il essayait de me dire. Dans votre usine, personne n'écoute. Vous mesurez, calculez, faites des tests, mais personne ne s'arrête pour demander « De quoi ce moteur a-t-il besoin pour se sentir vivant ?» James fronça les sourcils. Les moteurs ne se sentent pas vivants, Emily. Ce sont des machines. Exactement, dit-elle, prenant un tournevis et retournant au Dodge. C'est exactement ce dont je parle. Elle disparut sous la voiture. James resta là, tenant le contrat refusé, essayant de donner un sens à la conversation. Emily, monsieur Thompson, l'interrompit-elle, la voix étouffée, vous êtes un homme intelligent. Vous avez une entreprise prospère, de l'argent, du prestige, mais je parie que ça fait des années que vous n'avez pas touché un vrai moteur, que vous n'avez pas senti la chaleur du métal, que vous n'avez pas entendu le grondement d'un vu bien réglé. James ouvrit la bouche pour argumenter, mais réalisa qu'elle avait raison. Quand avait-il travaillé de ses mains pour la dernière fois, quand s'était-il sali les ongles de graisse? Votre offre est généreuse, continua Emily. Mais je ne veux pas d'un travail où les moteurs ne sont que des chiffres dans un tableur. Je veux rester ici où ils peuvent être eux-mêmes. James plia le contrat et le glissa dans sa poche. Puis-je vous poser une question, dit-il. Allez-y. N'avez-vous pas peur de rester à la traîne? De rater des opportunités? Emily glissa dessous la voiture et s'assit sur le sol, le regardant droit dans les yeux. Monsieur Thompson, vous avez être des laboratoires modernes et du matériel coûteux, mais j'ai quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Quoi donc? Je sais faire chanter un moteur. Elle se leva, prit les clés du Dodge et démarra le moteur. Le son était parfait, fluide, puissant, équilibré. Vous entendez ça? Dit-elle, accélérant. C'est de la musique. C'est une âme. James écouta, et pour la première fois depuis des années, il réalisa qu'il n'entendait pas juste du bruit. Il écoutait vraiment un moteur. Emily coupa le moteur et se tourna vers lui. Votre offre est tentante, monsieur Thompson, mais je préfère rester ici où je peux apprendre au moteur à chanter. Elle retourna à l'établi, signifiant clairement que la conversation était terminée. James se dirigea vers la sortie, confus et légèrement offensé. Personne ne l'avait jamais repoussé comme ça auparavant. Personne n'avait jamais remis en question ses valeurs et ses priorités aussi simplement. Mais en marchant vers la chevelle, il ne pouvait pas chasser le son du moteur du Dodge de sa tête. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda quand il avait fait chanter quelque chose pour la dernière fois. Le lundi suivant, James se présenta à Carter Hanson's Auto Repair à 10 h du matin avec une question sur les carburateurs et les moteurs classiques. Le mardi, il revint en posant des questions sur les systèmes d'allumage électronique par rapport aux rupteurs. Le mercredi, il voulait connaître la différence entre l'huile synthétique et l'huile minérale dans les vieux moteurs. Le jeudi, Emily commença à se méfier. « Monsieur Thompson, dit-elle, sortant de sous une Mustang rouge de 1965. N'avez-vous pas toute une équipe d'ingénieurs pour répondre à ces questions ?» James ajusta sa cravate, un peu embarrassé. « Si, mais j'aime entendre différents avis, différentes perspectives. » Emily prit un chiffon et commença à essuyer ses mains lentement, visiblement amusée, et ces différentes perspectives n'existent pas à Nashville, seulement ici à Brentwood. Eh bien, vous avez une approche unique. James resta là, au milieu du garage, regardant Emily travailler. C'était étrange comme il se sentait à l'aise dans cet endroit malgré le désordre organisé, l'odeur d'huile et la musique country jouant sur une vieille radio dans un coin. « Puis-je vous poser une question ?» dit-il enfin. « Vous pouvez, mais si c'est à propos des moteurs, je facture pour le conseil. Ce n'est pas à propos des moteurs, c'est à propos de vous. » Emily arrêta d'essuyer ses mains et le regarda. « À propos de moi? Comment avez-vous appris tout ça? Je veux dire, vous en savez plus que beaucoup d'ingénieurs que j'ai rencontrés. » Emily sourit et marcha vers l'établi à outils. « Mon père.
Il m'a appris depuis que j'étais petite. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à lui passer des outils. À 10 ans, je pouvais faire une vidange toute seule. À 15 ans, je démontais des moteurs entiers. Et l'école, l'université? J'ai fini le lycée. Après ça, mon père est tombé malade. Cancer. J'ai dû reprendre l'atelier. James sentit une boule dans sa poitrine. Je suis désolé. Pas besoin. Il a bien vécu, il est parti en paix, et il m'a laissé le meilleur héritage possible. La connaissance. James regarda l'atelier avec un regard nouveau, chaque outil accroché au mur, chaque manuel empilé sur l'étagère, chaque vieille machine bien entretenue. Tout racontait une histoire de dévouement et d'amour. Votre père a toujours été mécanicien? Depuis ses 6 ans, il a commencé comme apprenti dans un atelier à Memphis. Puis il est venu ici, a travaillé pour d'autres jusqu'à ce qu'il économise assez pour ouvrir son propre garage. Et il n'a jamais voulu faire autre chose? Émilie haussa les épaules. Je n'y ai jamais pensé. J'ai toujours su que ce serait ma place. Vous n'êtes jamais curieuse du monde extérieur? D'autres villes, d'autres pays? Bien sûr que si. Mais je n'ai pas besoin de partir pour voir le monde. Elle pointa les voitures dans l'atelier. Chaque moteur qui arrive ici apporte des histoires de différents endroits. C'est le Mustang VNT Detroit. Ce pick-up vient du Texas. Cette Corolla appartient à une famille japonaise qui a déménagé, ici il y a 5 ans. James n'avait jamais vu les choses sous cet angle. C'est une perspective intéressante. C'est la vraie vie, Monsieur Thompson. Pas juste une perspective. Le vendredi, James se présenta sans question technique. Il se contenta de regarder. Émilie travaillait sur une Camaro de 1969 avec des problèmes de transmission. N'avez-vous pas une entreprise à gérer aujourd'hui? Demanda-t-elle, elle, sans détourner les yeux de la voiture. Si, mais j'ai délégué quelques tâches. Première fois? Que voulez-vous dire? Première fois que vous déléguez. Je parie que vous êtes un de ces patrons qui veut tout contrôler. James rit, surpris par la justesse de l'observation. Comment pouvez-vous le savoir? Votre façon de parler, toujours si sérieux, si formel, un homme qui ne fait pas confiance aux autres pour bien faire le travail. Ce n'est pas que je ne fais pas confiance. C'est, J.S.Ch. Emily Sorit. Mais ce n'est pas grave. Je suis pareil avec mes moteurs. James passa le reste de la matinée à regarder Emily travailler. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa façon de bouger. Comment ses mains trouvaient-elles toujours le bon outil sans regarder? Comment pouvait-elle diagnostiquer un problème juste en écoutant? Puis-je essayer? Demanda-t-il soudain. Essayer quoi? Aide. Vous passez des outils. Je ne sais pas. Emily le regarda de haut en bas. Dans cette tenue? James baissa les yeux sur son costume gris et sa cravate en soie. Je peux enlever la veste et la cravate et ses chaussures italiennes. James Hechita. Les chaussures aussi, Monsieur Thompson. Ce sol est couvert d'huile. Vous glisserez et vous vous casserez la tête, ou pire, vous salirez mon sol propre avec du sang. James rit et enleva ses chaussures, restant en chaussettes. Voilà. Puis-je aider maintenant? Emily l'étudia un instant, amusée. Vous essayez de devenir stagiaire. Peut-être. D'accord, alors. Prenez cette clé de 15 mm. James regarda l'établi à outils, totalement perdu. Il y avait des dizaines de clés, toutes de tailles différentes. Celle-ci? Demanda-t-il, en prenant une au hasard. C'est une 12. La 15 est la troisième à gauche. James prit le bon outil et le tendit à Emily. Merci. Maintenant, tenez ce tuyau pendant que je serre la connexion. Ils travaillèrent ensemble pendant environ 1 heure. James était maladroit, mais faisait de son mieux. Emily était patiente, bien qu'elle ne retint pas ses commentaires sarcastiques sur son manque de compétences pratiques. Pour un ingénieur, vous êtes plutôt mauvais avec vos mains, dit-elle alors que James laissait tomber un tournevis pour la 3e fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé directement avec des outils. Combien de temps? James réfléchit un instant. Environ 15 ans. 15 ans. Emily arrêta ce qu'elle faisait. Vous n'avez pas touché un moteur depuis 15 ans. J'ai eu d'autres responsabilités. Comme quoi? Gestion, planification stratégique, réunion avec les investisseurs. Des choses importantes. C'est important. Plus important que ça? Elle pointa le moteur de la Camaro. James ne sut pas quoi répondre. À ce moment-là, un garçon d'environ 12 ans apparut à l'entrée du garage. Il était mince, avec des cheveux bruns en désordre et des vêtements visiblement usés. Il portait un sac à dos d'école et un grand sourire. « Salut, Emily » cria-t-il, courant vers eux. « Salut, Max » Emily ouvrit les bras pour un câlin. « Comment était l'école? » Ennuyeux. La prof de maths nous a donné des devoirs pour le week-end. La vie est dure. Le garçon remarqua James et fronça les sourcils. « C'est qui ce mec en cravate? » C'est Monsieur Thompson. Monsieur Thompson, voici Max. Il m'aide ici à l'atelier après l'école. James fit un signe au garçon. Bonjour, Max. Salut. Max le détailla de la tête aux pieds. Pourquoi tu ne portes pas de chaussures? Il m'aidait,
expliqua Emily. Aider? Max rit. Les hommes en costume ne savent pas travailler sur les moteurs. Max, gronda Emily. Quoi? C'est vrai. Les gars en costume savent seulement parler. Ils ne savent pas faire des choses. James sentit son visage chauffer. Mais il devait admettre que le garçon avait raison. Tu vis près d'ici, Max? Demanda-t-il, essayant de changer de sujet. Je vis à l'orphelinat de l'église méthodiste. C'est à 3 pâtés de maison d'ici. Oh! Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Je vis là, bas maintenant. James ne savait pas quoi dire. La façon dont le garçon parlait de sa propre tragédie, si naturellement le laissa sans voix. Max vient ici tous les jours après l'école, expliqua Emily. C'est mon assistante officielle. Assistante? Max se redressa, fier. Je suis spécialiste des petits moteurs. Tondeuse, tronçonneuse, ce genre de trucs. C'est impressionnant. Dit James sincèrement. Et toi, tu fais quoi? Demanda Max. Je suis ingénieur. Je possède une entreprise qui fabrique des moteurs. De gros moteurs. Oui, pour les voitures neuves. Oh! Max sembla un peu déçu. Les nouveaux moteurs sont ennuyeux. Ils n'ont pas de personnalité. James jeta un œil à Emily, qui essayait de ne pas rire. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'ils sont tous pareils. Max expliqua comme si c'était évident. Les vieux moteurs sont différents. Chacun a sa propre manière, son propre caractère. Cette Camaro, par exemple, elle aime accélérer doucement. Si tu essaies trop vite, elle cale. Comment le sais-tu? Emily me l'a appris. Elle sait parler au moteur. James passa le reste de l'après-midi à regarder Emily et Max travailler ensemble. Il était clair qu'elle était devenue une figure maternelle pour le garçon. Elle lui enseignait avec patience, le corrigeait doucement et le protégeait avec un instinct farouche. Emily est aussi une bonne cuisinière, dit Max, assis sur un tabouret auprès de l'établi. Elle fait le meilleur sandwich au fromage grillé du Tennessee. Max, arrête de raconter ma vie à Monsieur Thompson, dit Emily, embarrassée. Pourquoi? Il a l'air gentil. Un peu maladroit, mais gentil. James Ritt. Moi c'est. Je pense qu'Emily devrait sortir avec quelqu'un, continua Max, ignorant le regard assassin qu'elle lui lançait. Elle travaille trop. Elle ne sort jamais. Elle ne s'amuse jamais. Max, quoi? C'est vrai. La dernière fois que tu es sorti, c'était il y a 6 mois pour l'anniversaire de Madame Maria. Ça ne regarde pas Monsieur Thompson. Bien sûr que si, dit Max, se tournant vers James avec un sourire malicieux. Je parie que le mec avec la belle voiture est amoureux d'Emily. James manqua de s'étouffer. Yé. Quoi? Non. Regarde comme il est devenu rouge. Cria Max en riant. Je le savais. Max, arrête, dit Emily, bien qu'elle rit aussi. Le mec avec la belle voiture est amoureux, Emily. C'est pour ça qu'il vient ici tous les jours en prétendant avoir des questions. Le visage de James brûlait. L'observation du garçon était embarrassante de précision. Je dois y aller, balbutia-t-il, attrapant ses chaussures rapidement. Il s'enfuit. Cria Max. Ça prouve tout. James dit au revoir rapidement et courut presque jusqu'à la chevelle. En rentrant chez lui, il ne pouvait s'empêcher de penser au rire d'Emily et aux mots du garçon. Était-ce vraiment si évident? Emily l'avait-elle remarqué? Et surtout, que devait-il faire à ce sujet? Parce que pour la première fois depuis des années, James devait admettre qu'un orphelin de 12 ans avait absolument raison. Il était amoureux. James passa le week-end à essayer de ne pas penser à Emily. Il tenta de se concentrer sur les rapports financiers, les feuilles de calcul de production, tout ce qui pouvait l'occuper. Mais chaque fois qu'il démarrait la chevelle, le son fluide du moteur lui rappelait ses mains ajustant l'allumage. La confiance dans ses mouvements, la façon dont elle parlait au moteur comme à de vieux amis, et les mots de Max résonnaient dans son esprit. Le mec avec la belle voiture est amoureux. Le lundi matin, il entra dans son bureau déterminé à oublier Carter Auto et à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, les affaires. Il avait une réunion avec des investisseurs à 10 heures, une conférence téléphonique avec l'équipe de développement à 14 heures, et une pile de contrats attendant sa signature, mais à peine s'assit-il et alluma-t-il son ordinateur que son esprit retourna à Emily, disant que son entreprise n'avait que des machines, pas de moteur avec une app. Le commentaire avait touché une corde sensible, quelque chose de plus profond qu'il ne voulait pas admettre. À 9 heures du matin, au lieu de réviser la présentation pour les investisseurs, James se retrouva à marcher dans les couloirs de l'entreprise vers les archives au sous-sol. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il avait un étrange pressentiment, comme s'il avait manqué quelque chose d'important. Les archives de Thomson Automotive Industries remplissaient une immense salle au sous-sol du bâtiment principal. Des étagères métalliques s'étendaient du sol au plafond, remplies de boîtes classées par année et par département. James y allait rarement. Pourquoi s'embêter avec de vieux papiers quand il avait des assistants pour ça? Mais aujourd'hui était différent. Il commença avec les boîtes des années 1980, quand son père dirigeait encore l'entreprise.
William Thomson avait été un homme pratique, axé sur les résultats, qui avait transformé un petit atelier familial en une entreprise de plusieurs millions de dollars. James l'avait toujours admiré pour cela. La première boîte contenait des contrats de fournisseurs, des factures décolorées et de la correspondance d'entreprise, rien d'intéressant. La deuxième contenait des rapports de vente et des analyses de marché. Toujours rien. C'est dans la troisième boîte qu'il trouva quelque chose. Entre un dossier de brevets enregistrés et un autre de projets abandonnés, il y avait une grosse enveloppe Kraft avec une étiquette manuscrite. Projet Carter 1987 à 1989. Confidentiel. Le cœur de James s'accéléra. Carter, le même nom de famille qu'Emily. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution et en sortit une pile de documents. Sur la première page, un dessin technique détaillé pour un nouveau type de carburateur signé Michael F. Carter, consultant technique. Date. 15 Mars 1987. James reconnut immédiatement le design. C'était la base du système d'injection électronique que Thomson Automotive avait breveté en 1990, et qui était devenu l'un des produits les plus rentables de l'entreprise dans les années suivantes. Il continua à feuilleter les documents. D'autres dessins, d'autres innovations, tous signés par Michael Carter. Un système de refroidissement plus efficace, une configuration de soupape qui réduisait la consommation de carburant de 15%, des améliorations dans le système de transmission qui augmentaient la durabilité du moteur. Chacune de ces idées avait ensuite été développée et brevetée par Thomson Automotive. Toutes avaient rapporté des millions de profits au fil des ans. Mais nulle part James ne trouva le nom de Michael Carter sur les registres officiels des brevets. Au fond de l'enveloppe, il trouva une lettre datée du 10 décembre 1989, adressée à William Thomson, signée par Michael Carter. Monsieur Thomson, comme nous en avons discuté hier, je confirme que je ne pourrai plus fournir de services de conseil à votre entreprise. Des circonstances personnelles m'obligent à quitter Nashville, rendant impossible la poursuite de notre partenariat. Merci pour cette opportunité, et je suis convaincu que les projets que j'ai développés au cours des 2 dernières années seront utiles à la croissance de Thomson Automotive. Cordialement, Michael Frank Carter. James lut la lettre 3 fois. Michael Carter avait quitté Nashville en 1989. Emily avait dit que son père avait déménagé à Brentwood et ouvert son propre atelier. Les dates correspondaient exactement, mais quelque chose dans la lettre semblait étrange. Le ton était formel, presque froid, comme si Michael Carter avait été forcé de l'écrire. James creusa plus loin et trouva un dossier séparé avec des notes manuscrites de son père. L'écriture était difficile à lire, mais quelques lignes ressortaient. Carter veut un crédit public pour les innovations. Expliquer que le travail de conseil est confidentiel par nature. Augmenter le paiement si nécessaire pour assurer le secret. S'il n'accepte pas les conditions, envisager de résilier le contrat. James sentit son estomac se retourner. Lentement, la situation devenait claire. Michael Carter avait développé des innovations révolutionnaires pour l'entreprise. Il voulait une reconnaissance publique pour son travail. William Thomson avait refusé, probablement pour garder le contrôle total sur les brevets et les profits. Michael Carter avait été forcé de choisir entre une anonymité bien payée et son intégrité professionnelle. Et il avait choisi son intégrité. James continua à fouiller et trouva d'autres documents. Des accords de confidentialité signés par Michael Carter, des contrats de transfert de propriété intellectuelle, des clauses donnant à Thomson Automotive les droits exclusifs sur toute innovation développée pendant la période de conseil. Tout était parfaitement légal, tout était complètement contraire à l'éthique. Son père avait acheté le talent de Michael Carter, et ensuite effacé son nom de l'histoire. James remonta à son bureau, sous le choc. Il annula la réunion avec les investisseurs, verrouilla la porte et fixa la fenêtre sans rien voir. Son entreprise, sa fortune, sa réputation, tout était construit sur le travail d'un homme qui n'avait jamais reçu le crédit qu'il méritait. Et cet homme était le père de la femme dont il tombait amoureux. L'ironie était trop cruelle pour être une coïncidence. À 14 heures, James était de retour dans les archives, cette fois avec Laura, sa secrétaire, qui l'aida à localiser tous les documents liés au projet Carter. Il y avait beaucoup plus de matériel qu'il ne l'avait prévu. Monsieur Thomson, dit Laura, feuilletant un dossier de brevet, combien de millions ces projets ont-ils rapporté à l'entreprise? James fit un calcul mental rapide, environ 200 millions au cours des 30 dernières années. Et ce Michael Carter n'a jamais reçu de royalties? Apparemment pas. Laura laissa échapper un sifflement bas. C'est compliqué. C'est un euphémisme. James passa le reste de l'après-midi à examiner chaque document, chaque contrat, chaque note. Plus il lisait, moins il admirait son père, et plus il se sentait coupable. Michael Carter avait été un génie. Ses innovations étaient en avance de plusieurs décennies sur leur temps. S'il avait reçu le crédit qu'il méritait, il serait aujourd'hui reconnu comme l'un des grands pionniers de l'ingénierie automobile américaine. Au lieu de cela, il était mort dans l'anonymat.
tenant un petit garage à Brentwood, Tennessee, et sa fille croyait que Thomson Automotive n'était qu'une usine de machines sans âme. Si seulement elle connaissait la vérité. James imagina la réaction d'Emily lorsqu'elle découvrirait que l'entreprise qui essayait de la recruter était la même qui avait volé l'héritage de son père. La colère, la déception, le sentiment de trahison, elle ne lui pardonnerait jamais. À 18 h, James était assis dans son bureau, entouré de documents éparpillés sur son bureau, quand son téléphone sonna. James? C'était la voix de son oncle George, le frère cadet de William Thomson et vice-président actuel de l'entreprise. Laura m'a dit que vous avez annulé toutes vos réunions aujourd'hui. Tout va bien? George, j'ai besoin de vous parler. Pouvez-vous venir à mon bureau? Bien sûr, j'arrive dans 10 minutes. George Thomson était un homme de 60 ans, chauve avec une moustache grise soigneusement taillée et la même posture sérieuse que William. Il avait travaillé aux côtés de son frère pendant plus de 40 ans et connaissait tous les secrets de l'entreprise. Qu'est-ce que tous ces papiers? Demanda George, s'asseyant dans le fauteuil en face du bureau de James. Des documents du projet Carter de 1987 à 1989. Le visage de George se tendit immédiatement. Pourquoi fouilles-tu là, dedans? Parce que j'ai rencontré la fille de Michael Carter, et j'ai découvert que mon père a pratiquement volé son travail. George soupira profondément. James, ton père était un homme d'affaires. Il a fait ce qui était nécessaire pour protéger l'entreprise. Protéger l'entreprise, oncle George? Michael Carter a développé des innovations qui nous ont rapporté 200 millions de profits. Et il n'a jamais touché un centime en royalty. Il a été payé pour ses services de conseil. Ce qui n'est rien comparé à ce que son travail nous a rapporté. George se leva et marcha vers la fenêtre. James, tu ne comprends pas comment les choses fonctionnaient dans les années 80. La concurrence était brutale. Si nous avions donné à Carter un crédit public, d'autres entreprises auraient essayé de l'embaucher, nous aurions pu perdre notre avantage concurrentiel. Donc, à la place, nous avons détruit sa carrière. Nous n'avons rien détruit. Il a choisi de partir après que vous avez refusé de lui donner le crédit qu'il méritait. George retourna à son fauteuil, visiblement mal à l'aise. James, c'était il y a plus de 30 ans. Pourquoi remets-tu ça sur le tapis maintenant? James prit la photo de Michael Carter qu'il avait trouvée dans les dossiers. Un homme d'âge moyen souriant, portant une combinaison bleue et tenant une clé à molette. La même photo qu'il avait vue sur le mur du garage d'Emily. Parce que ce n'est pas juste, oncle George, et parce qu'apparemment, je suis la seule personne dans cette entreprise à qui ça importe. George regarda son neveu longuement. Tu es amoureux de sa fille, n'est-ce pas? James ne répondit pas, mais son expression parlait pour lui. Oh James! George secoua la tête. Ça complique vraiment les choses. Ça ne complique les choses que parce que nous avons fait quelque chose de mal il y a 30 ans et que nous ne l'avons jamais corrigé. Et que comptes-tu faire? Donner à Michael Carter un crédit posthume? Rembourser des royalties à sa fille? Publier des excuses dans le journal? James n'avait pas pensé à de solutions précises, il savait juste qu'il ne pouvait pas vivre avec ce poids sur la conscience. Je ne sais pas encore, mais je dois faire quelque chose. George se leva pour partir. Voice attention. James? Parfois, essayer de réparer les erreurs du passé ne fait que créer de plus gros problèmes dans le présent. Après le départ de George, James resta seul dans son bureau, fixant la photo de Michael Carter. Derrière le sourire, il voyait maintenant la frustration d'un homme talentueux qui n'avait jamais reçu la reconnaissance qu'il méritait. Et derrière son propre reflet dans la fenêtre, il voyait un homme qui venait de découvrir que sa fortune était bâtie sur une injustice. La question était, que ferait-il à ce sujet? Et plus important encore, serait-il capable de regarder Emily dans les yeux à nouveau, sachant ce qu'il savait? James prit le téléphone et composa le numéro du garage de Carter. Quand Emily répondit, il faillit raccrocher. Bonjour, Emily. C'est James Thomson. Salut, monsieur Thomson. Un problème avec la chevelle? Non, j'ai besoin de vous parler. C'est important. Allez-y. Pas au téléphone. Puis-je passer demain? Bien sûr. Mais si c'est pour me proposer un travail à nouveau, ce n'est pas ça. C'est à propos de votre père. Silence à l'autre bout. Mon père? De quoi s'agit-il? Je vous expliquerai demain. Emily, votre père était un homme extraordinaire. Je le sais, monsieur Thomson. Non, vous ne savez pas tout. Et James raccrocha, sachant qu'il venait d'entamer une conversation qui changerait tout entre eux. Pour le meilleur ou pour le pire, James ne dormit pas cette nuit-là. Il resta éveillé jusqu'à 3 heures du matin, assis dans son salon à Belmead avec une pile de documents sur la table basse et une décision impossible devant lui. Comment pouvait-il dire à Emily que son entreprise avait pris le crédit du travail de son père? Comment pouvait-il expliquer que les millions qu'il avait hérités étaient en partie le résultat du talent non reconnu de Michael Carter? À 6 heures du matin, il abandonna l'idée de dormir, il prit une douche, enfila un polo bleu et un jean, pas de costume aujourd'hui, et conduisit jusqu'au centre-ville de Nashville.
Il avait une mission. Sa première étape fut à Showprint, une imprimerie historique sur Broadway qui réalisait des travaux artisanaux depuis 1879. James expliqua ce qu'il voulait au propriétaire. Restaurer un vieux manuel technique et graver un nom sur la couverture en cuir. Combien de temps cela prendra-t-il? Demanda James. Pour un travail comme celui-ci, environ une semaine, répondit l'artisan. Un homme à la barbe grise qui examina le manuel avec soin. J'en ai besoin aujourd'hui. Je paierai ce qu'il faut. L'homme haussa un sourcil. Ça doit être très important. Charles, ça coûtera 3 fois le prix normal. Pas de problème. À 10 heures du matin, James était à l'université Vanderbilt dans la bibliothèque d'ingénierie, cherchant des informations sur les innovations automobiles des années 1980. Il voulait mieux comprendre le contexte historique des projets de Michael Carter, l'importance de ses contributions à l'industrie, ce qu'il trouva l'impressionna encore plus. Les innovations de Michael Carter n'étaient pas seulement bonnes. Elles étaient révolutionnaires. Le système d'injection électronique qu'il avait développé était en avance de plusieurs années sur ses concurrents. Certaines des solutions qu'il proposait n'avaient été adoptées par l'industrie allemande qu'à la fin des années 1990. Michael Carter n'était pas seulement un mécanicien talentueux. C'était un visionnaire. À 14 heures, James retourna à l'imprimerie. Le manuel était transformé. La couverture en cuir, autrefois usée et tachée, brillait maintenant avec une finition professionnelle. Sur le devant, gravé en lettres dorées élégantes, on lisait « Manuel des innovations. Michael Frank Carter, pionnier et visionnaire, 1955 à 2021. » C'est parfait, dit James, payant la facture. J'espère que la personne l'appréciera, répondit l'artisan. Moi aussi. À 15 years, James et Gara Devon Carter, and Sons Auto Repair. Il prit une profonde inspiration, saisit le manuel enveloppé dans du papier cadeau bleu et entra dans le garage. Emily était sous une Jeep Cherokee rouge, seules ses jambes visibles. Max était assis sur un tabouret à côté d'elle, lui passant des outils. « Salut, monsieur Thompson », cria Max en le voyant. « Pas de costume aujourd'hui. »« Salut, Max. J'ai pensé que ce serait plus pratique. » Emily glissa dessous la Jeep et s'assit sur le sol, regardant James avec curiosité. « Vous avez dit que vous vouliez parler de mon père. » « Oui. » James serra le paquet plus fort. « Mais d'abord, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Emily fronça les sourcils. « Un cadeau ?» En quelque sorte. Il lui tendit le paquet. Emily hésita avant de le prendre, un peu incertaine. Elle ouvrit soigneusement le papier, et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit le manuel restauré. « Comment avez-vous? Où avez-vous trouvé ça? » « Je l'ai trouvé dans les archives de mon entreprise. J'ai pensé que vous aimeriez la voir. » Emily ouvrit le manuel et feuilleta les pages. C'étaient des projets techniques détaillés, des diagrammes complexes, des notes manuscrites dans l'écriture soignée de son père. Des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. « Je ne savais pas qu'il avait fait tout ça, » murmura-t-elle, touchant doucement une page. « Emily, votre père était un génie. Ses innovations ont changé l'industrie automobile. » Elle continua à feuilleter, et James vit des larmes monter dans ses yeux. « Pourquoi avez-vous ça ?» demanda-t-elle, enfin. James déglutit difficilement. Il était temps de dire la vérité. « Parce que mon entreprise. Parce que mon père. » Il s'arrêta, cherchant les bons mots. « Emily, votre père a travaillé comme consultant pour Thomson Automotive entre 1987 et 1989. » Elle le regarda, confuse. « Un consultant? Il a développé plusieurs projets pour nous, des innovations qui sont devenues très rentables. » Et James sentit la sueur couler dans son dos. Et il n'a jamais reçu le crédit public qu'il méritait. Mon père. Mon père voulait garder l'authorship secret? Emily ferma lentement le manuel. Quand votre père a demandé une reconnaissance pour son travail, mon père a refusé. Il a dit que le travail de conseil était confidentiel par nature. Votre père? Il a choisi de partir plutôt que d'accepter l'anonymat. Emily se leva lentement, serrant le manuel contre sa poitrine. Vous me dites que votre entreprise a volé le travail de mon père? Ce n'était pas du vol. Techniquement, il y avait des contrats, des clauses légales. Des contrats que vous l'avez forcé à signer. James ne pouvait pas répondre. Emily marcha vers l'établi à outils et posa soigneusement le manuel dessus. Combien d'argent votre entreprise a-t-elle gagné grâce à son travail? Emily combien? Environ 200 millions au cours des 30 dernières années. Elle ferma les yeux un instant. 200 millions. Oui. Et mon père est mort en possédant un petit garage, luttant pour payer les factures médicales de son traitement contre le cancer. James se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Emily, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. Vous possédez l'entreprise. Comment ne saviez-vous pas? Je l'ai découvert hier. C'est pourquoi je vous ai appelé. Je voulais expliquer. Expliquer? Emily prit le manuel et le lui rendit. Vous voulez apaiser votre culpabilité avec des cadeaux? Ce n'est pas ça. C'est... J.S.
Vous avez découvert que votre fortune était bâtie sur le travail de mon père, et maintenant vous voulez vous sentir mieux en offrant de jolis cadeaux à la fille orpheline. Emily, laissez-moi expliquer, s'il vous plaît. Expliquer quoi? Que vous avez détruit la carrière de mon père? Qu'il aurait pu être reconnu comme l'inventeur qu'il était vraiment, mais que vous avez préféré garder le crédit pour vous? James tenta de s'approcher, mais elle recula. Emily, savez-vous pourquoi mon père a ouvert ce garage? Elle désigna autour d'elle. Parce qu'après avoir quitté votre entreprise, personne d'autre ne voulait l'embaucher. Il y avait une rumeur qu'il était difficile à travailler, qu'il faisait des demandes déraisonnables. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors pourquoi a-t-il passé les 30 dernières années de sa vie à réparer de vieilles voitures au lieu de développer des innovations qui auraient pu changer l'industrie? James n'avait pas de réponse à cela. Emily, je veux réparer ça. Nous pouvons donner à votre père un crédit public, rembourser des royalties. Avec quel droit? L'interrompit-elle. Vous avez volé 30 ans de sa vie. Vous pensez que l'argent peut compenser ça? C'est un début. C'est une insulte. Max, qui observait en silence, s'approcha d'eux. Emily, dit-il, touchant doucement son bras. Peut être que M. Thompson essaie de faire ce qui est juste. Max, tu ne comprends pas. Si, je comprends. Mes parents ont été volés, eux aussi. L'homme qui a percuté leur voiture était ivre, mais il avait un avocat coûteux. Il n'a jamais été arrêté. Il ne m'a jamais rien payé. Emily regarda le garçon, surprise. Mais tu sais quelle est la différence? Continua Max. Cet homme n'a jamais essayé de me trouver pour s'excuser. Il n'a jamais voulu réparer les choses. Monsieur Thompson essaye au moins. Max. Emily, tu me dis toujours que les gens méritent une seconde chance. Que chaque moteur peut être réparé si quelqu'un a la patience d'écouter ce qui ne va pas. James regarda le garçon avec gratitude. Merci, Max. Ne me remerciez pas encore, dit Max, se tournant vers James. Emily a tout à fait le droit d'être en colère. Vous avez fait une très mauvaise chose à Monsieur Carter. Je sais, mais se disputer ne le ramènera pas, et se mettre en colère ne réparera pas le passé. Emily essuya ses yeux avec le dos de sa main. Max, tu es trop jeune pour comprendre ces choses. Yasusiona, mais pas idiote. Il marcha vers l'établi à outils et prit une clé avec un ruban rouge attaché aux manches. Monsieur Thompson, Emily ne fait confiance qu'aux gens qui construisent des choses ensemble. James prit la clé, confus. Que veux-tu dire? Ça ne sert à rien de dire que vous voulez réparer les choses. Il faut le montrer. Il faut se salir les mains. Il faut construire quelque chose de nouveau ensemble avec elle. Emily regarda Max, puis James, puis la clé dans ses mains. Max, tu ne peux pas juste si, je peux. Tu dis toujours que les moteurs cassés peuvent être réparés. Les scans aussi. James tint la clé avec soin, comme si c'était quelque chose de sacré. Que veux-tu que je fasse, Emily? Elle le fixa longuement. D'abord, arrêtez de m'appeler Emily. Nous ne sommes pas amis. Comment dois-je vous appeler? Mademoiselle Carter, comme toujours. D'accord, Mademoiselle Carter. Deuxièmement, reprenez votre cadeau. Je ne veux rien de votre entreprise. James regarda le manuel restauré, puis Max, qui secoua légèrement la tête. Et si je le laissais ici, mais pas comme un cadeau? Comme un prêt? Que voulez-vous dire? Vous gardez le manuel ici à l'atelier. Étudiez les projets de votre père, mais il appartient toujours à Thompson Automotive jusqu'à ce que nous décidions ensemble quoi en faire. Emily réfléchit, un instant. Et qu'attendez-vous en retour? James regarda la clé dans ses mains. Une chance de construire quelque chose ensemble. Une chance de réparer ce que mon père a brisé. Et comment comptez-vous faire ça? Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. Emily reprit le manuel et le posa sur l'établi. Monsieur Thompson, vous avez détruit la vie de mon père. Ce n'est pas un projet caritatif qui va réparer ça. Je sais, mais c'est un début. C'est un début pathétique. Alors apprenez-moi à faire mieux. Emily l'étudia en silence pendant presque une minute. Pourquoi ferais-je ça? James leva la clé avec le ruban rouge. Parce que, selon Max, vous croyez que les moteurs cassés peuvent être réparés, et je suis le moteur le plus cassé que vous ayez jamais vu. Malgré tout, Emily faillit sourire. Vous êtes vraiment pathétique, Monsieur Thompson. Oui, je le suis. Et arrogant, aussi, et complètement déconnecté de la réalité. Vrai. Emily regarda Max, qui suivait la conversation avec intérêt. Et tu penses que je devrais aider cet homme? Je pense que tu devrais lui donner une chance de montrer qui il est vraiment, répondit Max. Pas qui était son père. Pas ce qu'est son entreprise, qui il est. Emily soupira profondément. Une chance, Monsieur Thompson. Une seule chance. Si vous me décevez, si vous essayez de m'acheter avec des cadeaux coûteux ou des offres généreuses, c'est fini. Compris? Compris. Et ne venez pas ici tous les jours en prétendant avoir des questions techniques. Si vous voulez parler, soyez honnête. Je le serai.
Et arrêtez de porter une cravate. Ici, on travaille. On n'a pas de réunion. James sourit. Nintendo. Emily reprit la clé. Maintenant. Patis. J'ai du travail. Puis-je revenir demain? Vous pouvez, mais venez prêt à vraiment travailler. Pas juste à regarder. James fit un signe à Max et se dirigea vers la porte. À la porte, il se retourna. Mademoiselle Carter. Quoi? Merci pour cette chance. Ne me remerciez pas encore, monsieur Thompson. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous engagez. En rentrant chez lui, James regarda ses mains sur le volant. Des mains douces, sans callosité, qui n'avaient pas touché d'outils depuis 15 ans. Demain, cela changerait. Demain, il commencerait à apprendre la différence entre les machines et les moteurs avec une âme. Et peut-être, avec beaucoup de chance et de travail, pourrait-il réparer plus que des moteurs. James arriva à Carter Hanson's Auto Repair le lendemain matin à 7h30, une demi-heure avant l'ouverture du garage. Il portait un jean délavé, un t-shirt gris simple et de vieilles baskets qu'il avait trouvées au fond de son placard, des vêtements qu'il n'avait pas portés depuis au moins 10 ans. Emily était déjà là, bien sûr. Elle arrivait toujours tôt. Elle organisait des outils sur l'établi principal avec une tasse de café fumant à côté. « Bonjour, mademoiselle Carter », dit-il, essayant de sembler décontracté. « Monsieur Thompson », elle le détailla de haut en bas. « Au moins aujourd'hui, vous n'avez pas l'air d'aller à une réunion d'affaires. J'ai pensé que ce serait plus approprié. C'est un début. » Emily finit d'organiser les outils et se tourna vers lui. « Avant de commencer quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir une chose. Quand avez-vous vraiment travaillé de vos mains pour la dernière fois? Et je ne parle pas de visser quelques boulons pendant 5 minutes pour impressionner les visiteurs à l'usine. » James réfléchit un instant. Probablement à l'université. J'avais un cours pratique sur les moteurs en 2e année. C'était il y a combien de temps? 15 ans. Emily secoua la tête. 15 ans. Monsieur Thompson, vous dirigez une entreprise de moteurs depuis une décennie et vous n'avez pas travaillé sur un moteur depuis 15 ans. J'ai d'autres responsabilités. Binzoua. Elle prit une gorgée de café. D'accord, voyons si vous vous souvenez de quelque chose. Emily marcha vers un coin de l'atelier où plusieurs pièces de moteur étaient étalées sur une bâche bleue, pistons, soupapes, vilebrequins, culasses, tous propres et organisés, mais clairement démontés. C'était le moteur d'une Mustang de 1965 arrivé le mois dernier, expliqua-t-elle. Le propriétaire a abandonné l'idée de le réparer parce qu'il pensait que ce serait trop cher. J'ai acheté les pièces. James se pencha pour examiner les composants. Il est en bon état. Pour quelqu'un qui n'a pas touché un moteur depuis 15 ans, vous semblez bien sûr de vous. La théorie, vous vous souvenez? Oh, oui, la théorie. Emily sourit d'une manière qui n'était pas vraiment amicale. Voyons votre théorie en pratique. Nous allons reconstruire ce moteur ensemble. Vraiment, monsieur Thompson? Vous avez dit que vous vouliez construire quelque chose avec moi. C'est votre test. Si nous réussissons à faire tourner ce moteur, peut-être prouverez-vous que vous voulez vraiment réparer les choses entre votre famille et la mienne. James regarda les pièces sur le sol. Il y avait beaucoup de composants, beaucoup de vis, beaucoup d'occasions de se tromper. Et si je casse quelque chose? Alors, vous découvrirez si vous avez vraiment assez d'argent pour payer les dégâts. À ce moment-là, Max revint de l'école avec son sac à dos. « Salut, Emily. »« Salut, monsieur Thompson » cria-t-il, courant vers eux. « Vous allez construire un moteur? »« On va essayer, » répondit Emily. « Je peux aider? »« Tu as l'école, mais je peux venir ici à l'heure du déjeuner et après les cours. »« Tu peux, mais maintenant, va étudier. » Max s'enfuit, visiblement excité à l'idée de regarder James lutter avec les outils. Emily prit un manuel technique et le posa sur une table improvisée faite d'une boîte. « D'abord, révisons la théorie. Montrez-moi que vous vous souvenez au moins comment un moteur fonctionne. » James étudia le schéma dans le manuel et commença à expliquer le cycle à 4 temps. Admission, compression, combustion, échappement. Emily écouta en silence, posant occasionnellement des questions techniques plus détaillées. « Votre théorie est correcte, » dit-elle enfin. « Maintenant, voyons si vos mains peuvent suivre votre tête. » Ils commencèrent avec le bloc moteur. Emily montra à James comment vérifier si les surfaces étaient propres et planes, comment appliquer du joint d'étanchéité, comment placer les pièces dans le bon ordre. James essaya de suivre les instructions, mais ses mains ne coopéraient pas. Il laissait tomber des vis, mettait trop de joints à certains endroits et pas assez à d'autres, et il lui fallut 3 essais pour installer correctement un simple joint de culasse. « Vous êtes nerveux » nota Emily. « Pourquoi ? » ?»« Ça fait longtemps, et vous observez chacun de mes mouvements. Monsieur Thompson, si vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui vous regarde, vous ne travaillerez jamais avec moi. » James prit une profonde inspiration et essaya de se concentrer. Lentement, ses mouvements devinrent plus coordonnés. Pas habiles, mais au moins fonctionnels. Quand ils arrivèrent au piston, James réussit enfin à en installer un correctement du premier coup. « Ça va mieux » dit Emily.
Mais vous êtes encore trop tendu. Détendez-vous. J'essaie. Non, vous n'essayez pas. Vous réfléchissez trop. Un moteur, ce n'est pas des maths, monsieur Thompson. C'est de l'instinct. James la regarda, confus. Que voulez-vous dire, sentez ce boulon? Elle prit sa main et la posa sur un boulon qu'il essayait de serrer. Sentez la résistance. Quand s'arrête-t-il de tourner facilement? Je le sens. C'est le point. Vous n'avez pas besoin d'une clé dynamométrique pour savoir quand c'est assez serré, votre main le sait. Et si je serre trop? Alors vous apprenez à ne pas trop serrer la prochaine fois. James essaya de suivre sa philosophie. Au lieu de calculer mentalement la force, il essaya de sentir ce que le boulon lui disait. Cela fonctionna mieux qu'il ne l'espérait. Vous commencez à comprendre, dit Emily, le regardant travailler. Ils passèrent toute la matinée à assembler le moteur. Emily était une enseignante stricte mais juste. Elle corrigeait les erreurs de James sans l'embarrasser, mais n'acceptait pas non plus un travail bâclé. Encore, dit-elle quand James tenta d'installer une soupape sans vérifier si la surface était parfaitement propre. Mais c'est presque propre. Presque, ça ne compte pas. Encore. James retira la soupape, nettoya tout à nouveau et la réinstalla. Cette fois, c'était parfait. Mieux, dit Emily. À l'heure du déjeuner, Max arriva comme promis, apportant des sandwichs pour eux trois. Comment ça va? Demanda-t-il, s'asseyant par terre à côté d'eux. Ton ami ici connaît la théorie mais a des mains de bureau, dit Emily, mordant dans son sandwich. James rit. Merci pour l'encouragement. C'est vrai, insista Emily, mais elle souriait. Tu penses trop. Tu veux tout calculer. Les moteurs ne fonctionnent pas comme ça. Comment fonctionnent-ils alors? Tu leur parles. Tu écoutes ce dont ils ont besoin, tu sens où est le problème. Les moteurs ne parlent pas, mademoiselle Carter. Si, ils parlent. Tu n'as juste pas encore appris leur langage. Max rit. Emily a raison. Je l'ai vu parler aux moteurs. Parfois, ils répondent. Ce n'est pas fou, dit Emily. Sérieusement. C'est l'expérience. Quand tu travailles avec des moteurs pendant 20 ans, tu apprends à reconnaître chaque son, chaque vibration, chaque signe qu'ils donnent. James regarda ses mains tachées de graisse, avec de petites coupures et des callosités dues à des années de travail. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Le travail manuel. J'aime le sentiment de réparer quelque chose qui était cassé. Donner une nouvelle vie à quelque chose que tout le monde pensait être de la ferraille. C'est satisfaisant? Plus que n'importe quelle réunion d'entreprise que tu as eue, je parie. James ne pouvait pas contredire. Dans l'après-midi, quand Max revint de l'école, il finissait l'assemblage. Le moteur était presque terminé. Juste quelques ajustements finaux et les systèmes électriques à connecter. Puis-je le démarrer? Demanda James. Pas encore. D'abord, nous devons tout vérifier. 2 fois. Emily le guida à travers une inspection minutieuse. Ils vérifièrent que tous les boulons étaient correctement serrés, que toutes les connexions étaient sécurisées et que tous les fluides étaient au bon niveau. Maintenant, tu peux essayer, dit-elle enfin. James tourna la clé de contact. Le moteur toussa une fois, fit un bruit étrange et s'éteignit. C'était quoi ça? Demanda-t-il, inquiet. Calme-toi. Le premier essai fonctionne rarement. Emily ouvrit le capot et vérifia quelques connexions. Ici, ce tuyau était desserré. Au deuxième essai, le moteur démarra. Ce n'était pas un rugissement parfait, mais il tournait. On l'a fait. Cria Max, sautant de joie. James sourit, étrangement ému. Ce n'était qu'un vieux moteur, mais c'était quelque chose qu'il avait construit de ses propres mains pour la première fois en 15 ans. Comment te sens-tu? Demanda Emily. Bien. Vraiment bien, en fait. Différent de signer des contrats? Complètement différent. Emily coupa le moteur et ferma le capot. Monsieur Thompson, nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Ce moteur tourne, mais il n'est pas parfait. Il aura besoin d'ajustements et d'améliorations, comme notre situation. Exactement. Elle le regarda droit dans les yeux. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu pouvais te salir les mains. Tu peux écouter les instructions et suivre les directions. C'est un début. Seulement un début, monsieur Thompson. Tu as été loin des vrais moteurs pendant 15 ans. Le travail d'une journée ne compensera pas ça. Mais aujourd'hui, tu as montré que tu avais du potentiel si tu veux continuer à apprendre. James regarda ses mains tachées de graisse, les outils éparpillés autour du moteur qu'ils avaient construit ensemble. Je veux continuer, même en sachant que ça va être dur, que je ne serai pas indulgent avec toi. Surtout à cause de ça. Emily sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui avait donné. Alors, nous serons de retour demain. Nous réglerons ce moteur jusqu'à ce qu'il chante. Et après ça, eh bien, nous verrons si tu as vraiment appris quelque chose sur les moteurs avec une âme. Pendant qu'il nettoyait les outils, Max s'approcha de James. Monsieur Thompson, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi voulez-vous tellement impressionner Emily? James arrêta de nettoyer la clé qu'il tenait. Ce n'est pas à propos d'impressionner, Max, c'est
C'est réparer quelque chose qui était cassé. Le moteur, entre autres choses. Max hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement. Comme disait toujours mon père. Les meilleures choses dans la vie doivent être construites lentement avec patience. Ton père était un homme sage. Il l'était. Je pense que vous deux serez amis. Amis? Toi et Emily? Après avoir fini de vous réparer l'un l'autre? James regarda Emily, qui organisait des outils sur l'établi. Elle travaillait avec une économie de mouvement, chaque geste précis et nécessaire. Il y avait une grâce dans son habileté qu'il n'avait jamais remarquée chez quelqu'un d'autre. Je l'espère, Max. Ça viendra. Les moteurs cassés peuvent toujours être réparés, les gens aussi. Quand James quitta l'atelier cet après-midi-là, ses mains étaient sales, son dos lui faisait mal, et il était plus fatigué qu'après n'importe quel jour au bureau, mais il était aussi plus satisfait qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la vérité sur Michael Carter, il sentait qu'il pourrait vraiment réparer les choses, un boulon à la fois. 3 semaines plus tard, James était devenu un habitué à Carter & Sons Auto Repair. Chaque jour à 7 heures du matin, il garait sa chevelle devant l'atelier et passait les 8 heures suivantes à apprendre tout ce qu'Emily était prête à enseigner. Et elle enseignait beaucoup. James savait maintenant faire la différence entre le son d'un moteur mal réglé et un qui avait juste besoin d'huile neuve. Il pouvait changer les plaquettes de frein sans avoir besoin d'instructions étape par étape, ses mains s'étaient endurcies, développant des callosités, et son dos s'était habitué à se pencher sous les capots. Plus important encore, il commençait à comprendre ce qu'Emily voulait dire lorsqu'elle parlait de moteurs dotés d'une âme. Ce vendredi-là, Max rentra de l'école en portant une boîte en carton. « Regardez ce que j'ai apporté » cria-t-il, posant la boîte sur l'établi. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emily, essuyant ses mains sur un chiffon. « Ma vieille radio. Je l'ai trouvée à l'église. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir de la musique ici dans l'atelier. » James regarda l'appareil. C'était une boombox des années 1990 avec une antenne télescopique et des boutons usés par l'usage. « Est-ce qu'elle fonctionne » demanda-t-il. « Voyons ça, » dit Max, la branchant dans la prise la plus proche. La radio privit avec un léger grésillement, puis capta une station de country. La voix de Johnny Cash emplit l'atelier avec Ring of Fire. « Parfait » s'exclama Max, montant le volume. Emily saw it. « Ça fait un bail qu'on n'a pas eu de musique ici. Ton père n'aimait pas la musique » demanda James. « Si, il aimait ça, mais après qu'il est tombé malade. Je ne sais pas. Ça n'avait plus de sens de faire jouer de la musique. » James comprit. Certaines choses perdent leur sens quand elles sont liées à des souvenirs tristes. Mais maintenant, ça a du sens à nouveau, dit Max, dansant tout seul sur la musique. Emily rit de la performance du garçon et retourna au moteur sur lequel elle travaillait, un Ford F-150 avec des problèmes de transmission. « Monsieur Thompson, dit-elle, pouvez-vous m'aider avec ça? J'ai besoin de quelqu'un pour tenir cette pièce pendant que je serre les boulons. » James s'avança et maintint la pièce en place. Ils travaillèrent en parfaite synchronisation, Emily guidant et James suivant ses instructions. La musique country créait une atmosphère détendue que James n'avait jamais connue dans un cadre de travail auparavant. « Vous savez, dit-il, observant Emily travailler, je n'ai jamais pensé que le travail pouvait être amusant. Amusant, relaxant, satisfaisant, je ne sais pas, différent. » Emily arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Monsieur Thompson, à quoi ressemblait votre travail avant? » Des réunions. Beaucoup de réunions. Analyse de rapports, approbation de budget, conférences avec des investisseurs. Ça a l'air ennuyeux. Ça l'était, mais je pensais que c'était important. Et maintenant? James réfléchit un instant. Maintenant, je réalise qu'il y a une différence entre un travail important et un travail qui a du sens. Emily sourit et retourna à la transmission. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, écoutant la musique et riant occasionnellement des commentaires de Max. Il s'était autoproclamé DJ officiel de l'atelier. C'est alors que James remarqua l'enseigne de l'atelier. L'enseigne à l'entrée du bâtiment était délavée, avec certaines lettres qui s'écaillaient. Carter & Sons Auto Repair était encore lisible, mais à peine. « Cette enseigne a besoin d'un nouveau coup de peinture, dit-il. » Emily Sweetson regarde. « Je sais. Ça fait environ 2 ans que c'est sur ma liste de choses à faire. Pourquoi ne l'as-tu pas encore fait? Le temps, l'argent, les priorités. » James examina l'enseigne de plus près. La structure était solide. Il lui fallait juste une nouvelle peinture. « Je peux la peindre pour vous. Monsieur Thompson, vous savez peindre. Ça ne peut pas être si différent d'assembler un moteur, non? Instruction, patience, attention aux détails. Emily Ritt. Peindre, c'est très différent de la mécanique. Alors, apprenez-moi. Je ne sais pas peindre des enseignes. Alors, nous apprendrons ensemble. » Max, qui écoutait, cria de l'autre côté de l'atelier. « Je sais peindre. Ma prof d'art me l'a appris. » Max, une enseigne d'atelier, c'est différent des dessins d'école, dit Emily, mais c'est juste de la peinture et un pinceau, non? Et j'ai la main sûre.
James regarda Emily. Et si on essayait samedi? J'achèterais la peinture. Toi et Max fournissez les compétences artistiques. Amy et Ishita. Monsieur Thompson, vous n'avez pas à continuer à dépenser de l'argent ici. Ce n'est pas dépenser. C'est investir. Investir dans quoi? James sentit son visage chauffer. D'en faire les choses correctement. Emily l'étudia un instant. D'accord. Samedi, nous peignons l'enseigne. Le samedi matin, James arriva à l'atelier avec des pots de peinture, des pinceaux, des rouleaux et tout ce que le vendeur du magasin de bricolage avait recommandé. Vous avez acheté assez de peinture pour couvrir tout l'atelier, observa Emily, regardant la quantité de matériel. Je préfère avoir trop que pas assez. Max était déjà là, portant un vieux t-shirt et les mains couvertes de peinture bleue. J'ai déjà commencé, cria-t-il, montrant une planche en bois où il avait peint Carter & Son sans lettres maladroite mais enthousiaste. Max, ce n'est pas l'enseigne de l'atelier, dit Emily. Je sais. Je m'entraîne. James rit de l'enthousiasme du garçon et commença à préparer la vraie enseigne pour la peinture. Emily l'aida à poncer la surface et à appliquer une sous-couche. Vous ne savez vraiment pas peindre, dit-elle, regardant James lutter avec le pinceau. J'apprends. Vous faites un désastre. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Emily prit un autre pinceau et commença à peindre à côté de lui. Ses mouvements étaient beaucoup plus assurés, même si elle n'avait pas d'expérience avec les enseignes. Comment faites-vous pour que ça paraisse si facile? Demanda James. Comme avec les moteurs. Patience et instinct. Ils travaillèrent côte à côte toute la matinée. Max agissait comme assistant officiel, passant les pinceaux, mélangeant les couleurs et donnant des suggestions artistiques, qui n'étaient pas toujours pratiques. Et si on faisait les lettres en vert? Suggéra-t-il. Pourquoi vert? Demanda Emily. Je ne sais pas. Le vert, c'est sympa. On reste sur le bleu, dit James. Ça va avec le reste de l'atelier. Alors que l'enseigne prenait forme, James ressentit la même satisfaction qu'il avait eue en assemblant le moteur quelques semaines plus tôt. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à créer quelque chose de réel de ses propres mains. Ça rend bien, dit Emily, reculant pour admirer leur travail. Vraiment? Pour quelqu'un qui n'a jamais peint une enseigne, vous vous débrouillez bien. James sourit, fier du compliment. Ils finirent de peindre en fin d'après-midi. L'enseigne était bien meilleure que ce que James avait espéré. Les lettres étaient régulières, la couleur était vive, et le résultat final semblait professionnel. Ça a l'air génial, s'exclama Max, admirant leur travail. Vraiment, approuva Emily. Merci, monsieur Thompson. Tout le plaisir est pour moi. Ils commencèrent à ranger le matériel de peinture quand James remarqua qu'Emily était plus silencieuse que d'habitude. Quelque chose ne va pas? Demanda-t-il. Non, je réfléchis juste. À quoi? Emily arrêta de nettoyer le pinceau qu'elle tenait. Comme tout ça est étrange. Quoi? Tcha. Vous ici, à aider avec des choses qui n'ont rien à voir avec votre entreprise. Peindre des enseignes, assembler des moteurs, me passer des outils. James ne savait pas comment répondre. C'est étrange dans le mauvais sens? Je ne sais pas encore. Max, sentant la tension, attrapa la radio et monta le volume. Une chanson plus vive commença à jouer. Vous êtes trop sérieux tous les deux, dit-il. On vient de faire du bon travail. On devrait fêter ça. Emily força un sourire. Max a raison. C'est vraiment bien réussi. Mais James pouvait voir que quelque chose la tracassait. Emily, mademoiselle Carter, si quelque chose ne va pas, rien ne va pas, l'interrompit-elle un peu sèchement. Tout va bien. On dirait pas. Monsieur Thompson, ne m'analysez pas comme si j'étais un de vos rapports d'affaires. La dureté dans sa voix le prit au dépourvu. Y a un analyse espace. J'essayais de comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi je suis devenu bizarre tout à coup? Emily posa le pinceau sur l'établi plus fort que nécessaire. Être parce que je ne comprends toujours pas ce que vous voulez vraiment ici. Que voulez-vous dire? Vous venez ici tous les jours, vous aidez avec tout, vous agissez comme si vous faisiez partie de la famille, mais je ne sais pas si c'est réel ou juste un autre test. James fronça les sourcils. Un test pour voir si je suis digne de confiance, si je suis assez compétente, si je mérite que vous répariez la situation de mon père. Emily, ce n'est pas comme ça. Vraiment? Alors pourquoi agissez-vous toujours comme si vous me jugiez? Je n'agis pas comme ça. Si, vous le faites. Vous observez tout ce que je fais, vous analysez chaque mot que je dis, comme si vous vérifiez si je passe votre test d'approbation. James sentit la frustration monter. Ce n'est pas vrai. Vraiment pas? Alors pourquoi ne vous détendez-vous jamais complètement? Pourquoi semble-t-il toujours que vous attendez que je prouve quelque chose? Parce que je veux que vous me fassiez confiance, explosa James. Le silence qui suivit fut seulement brisé par la musique de la radio. Max arrêta de bouger les pinceaux et les regarda. Je veux que vous me fassiez confiance, Emily, et je ne sais pas comment faire pour que ça arrive. Emily le fixa. Monsieur Thompson,
la confiance ne se gagne pas par des tests ou des approbations. Elle se construit par l'honnêteté. J'ai été honnête. Vous avez été poli, respectueux, serviable, mais honnête? Je ne suis pas sûr. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous essayez encore de m'impressionner au lieu d'être simplement vous-même. James ouvrit la bouche pour argumenter, mais s'arrêta. Il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Il essayait vraiment de l'impressionner, de prouver qu'il méritait une chance de réparer les choses. Vous avez raison, admit-il. Vraiment? J'ai peur que si vous apprenez à connaître le vrai moi, vous n'aimiez pas ce que vous trouverez. Emily fit un pas vers lui. Et qui est le vrai vous, monsieur Thompson? James prit une profonde inspiration. Quelqu'un qui a passé 15 ans assis derrière un bureau à prendre des décisions sur des choses qu'il ne comprenait pas. Quelqu'un qui a hérité d'une entreprise et d'une fortune construite sur le travail des autres. Quelqu'un qui n'a jamais questionné d'où venait son succès jusqu'à ce qu'il vous rencontre. Continuez. Quelqu'un qui essaie d'apprendre à travailler de ses mains parce qu'il a réalisé qu'il ne sait pas vraiment faire quelque chose d'utile. Quelqu'un qui est amoureux d'une femme qui a toutes les raisons du monde de le détester. L'air dans l'atelier devint lourd. Max arrêta complètement de bouger et observait la conversation avec de grands yeux. Emily regarda James Longmont. Pensez-vous vraiment que je devrais vous détester? Je pense que ce serait justifié, et vous pensez que vous êtes amoureux de moi? James sentit son visage brûler. Je pense. Oui. Emily fit un autre pas vers lui. Monsieur Thompson, vous êtes vraiment un idiot. Je sais. Non, vous ne savez pas. Elle tendit la main et attrapa le col de sa chemise. Si vous saviez, vous comprendriez que je ne veux pas que vous essayiez de m'impressionner. Que voulez-vous? Je veux que vous arrêtiez d'agir comme si vous demandiez la permission d'exister. James, je veux que vous compreniez que juste peut être, je suis aussi intéressé à découvrir qui vous êtes vraiment sous toute cette culpabilité et cette paranoïa. James plongea son regard dans le sien et vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant, de l'intérêt, de la curiosité, et peut être quelque chose de plus. Emily, Elle ne le laissa pas finir. Elle le tira par le col et l'embrassa. Ce fut un baiser passionné, plein de frustration et de désir contenu. James se figea une seconde, puis répondit, enlaçant ses bras autour d'elle. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. « Waouh » murmura Max de l'autre côté de l'atelier. « Ça, ce n'était pas prévu. » Emily regarda James, les yeux brillants. « Monsieur Thompson? »« Oui. »« Arrêtez de m'appeler Emily quand nous sommes seuls. Comment dois-je vous appeler? »« Par mon nom, Emily. »« Mieux. » « Et arrêtez d'agir comme si vous me testiez. »« Comment dois-je agir ?» Emily sourit, comme quelqu'un qui vient de découvrir. Juste peut être, les sentiments sont réciproques. James lui rendit son sourire, sentant un poids énorme se soulever de ses épaules. « Max !» cria Emily sans détourner les yeux de James. « Peux-tu monter la musique? Je pense qu'on va avoir besoin d'une bande-son pour ce qui va suivre. » Max courut vers la radio, souriant de toutes ses dents. « Enfin, cria-t-il. Je savais que vous deux alliez vous entendre. » Et tandis que la musique country emplissait l'atelier, James comprit enfin ce qu'Emily voulait dire à propos des choses qui ont une âme. Certaines choses ne peuvent pas être analysées ou testées. Elles ne peuvent qu'être ressenties. 2 semaines après le baiser, James arriva à l'atelier avec un dossier en cuir sous le bras et un sourire nerveux sur le visage. Emily ajustait la suspension d'une Jeep Wrangler, complètement concentrée sur son travail. « Bonjour, Emily, dit-il, posant le dossier sur l'établi. « Bonjour. » Elle regarda le dossier avec suspicion. « Qu'est-ce que c'est? Une proposition? Quelque chose à quoi je pense depuis quelques semaines. » Emily arrêta ce qu'elle faisait, et essuya ses mains sur un chiffon. « Quel genre de proposition? » James prit une profonde inspiration. Il avait répété ce moment pendant des jours, mais maintenant qu'il était là, il se sentait incertain. Une école de mécanique communautaire pour des gens comme Max qui veulent apprendre mais ne peuvent pas se permettre des cours coûteux. Emily haussa un sourcil. « Et pourquoi me dites-vous ça? » « Parce que je veux que ce soit notre école. » Il ouvrit le dossier et en sortit une pile de documents organisés, des plans architecturaux, des budgets détaillés, des propositions de programmes, tous imprimés sur du papier à en-tête professionnel. « Regardez ça, » dit Emily, feuilletant les papiers. « Vous avez vraiment pensé à tout, n'est-ce pas? » Oui, nous pouvons utiliser le terrain à côté de l'atelier. Monsieur Wilson veut vendre depuis des années. Nous construirons une école d'atelier moderne avec du matériel neuf, mais en gardant l'esprit de Carter & Sons. Emily continua à lire, mais son expression s'assombrit. « Et le nom » demanda-t-elle. « Carter Motors Community Mechanic School ?»« Carter Motors. En l'honneur de votre père, et de vous. » Emily arriva à la dernière page des documents et s'arrêta. Là, il y avait le contrat de partenariat. Elle le lut une fois, puis une deuxième, fronçant les sourcils. « James, il y a une erreur ici. »« Où ? » ?»« Ici dans le contrat, il est dit que je suis cofondatrice et que vous êtes partenaire investisseur. »
Ce n'est pas une erreur. Comment ça, ce n'est pas une erreur? Vous payez pour tout. C'était votre idée. James approcha d'elle. Emily, l'idée n'est venue que parce que je vous ai rencontré. Parce que j'ai appris qu'il y a une différence entre enseigner la théorie et enseigner la passion pour le travail. Vous seriez la directrice technique. Je ne serai que le financeur. James. Regardez ça. Elle pointa une clause spécifique. 50% des profits iront à un fonds de bourse pour les enfants défavorisés comme Max. Emily le regarda, incrédule. Vous êtes sérieux? Tout à fait sérieux. À ce moment-là, Max rentra de l'école avec son sac à dos et un grand sourire. Salut tout le monde. Il s'arrêta en voyant les documents éparpillés. C'est quoi tout ça? De la folie, murmura Emily. Une opportunité, corrigea James. Max s'approcha et regarda les plans architecturaux. C'est une école? Une école de mécanique, expliqua James, pour enseigner aux gens qui veulent apprendre mais ne peuvent pas se permettre des cours coûteux. Les yeux de Max s'illuminèrent. Vraiment? Je pourrais y étudier? Tu serais l'un des premiers élèves, dit James. Emily secoua la tête. James, c'est très généreux, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire ça. James s'assit sur un tabouret à proximité. Parce que votre père aurait dû être reconnu comme le génie qu'il était. Parce que des enfants comme Max méritent la même chance que j'ai eue. Et parce que je veux construire quelque chose qui a du sens. Et vous pensez que je serais une bonne directrice technique? Je pense que vous seriez la meilleure directrice technique possible. Emily regarda à nouveau le contrat, puis Max, qui étudiait les plans avec fascination. Il y a une condition, dit-elle enfin. Laquelle? Si j'accepte, vous devrez vous salir les mains tous les jours. Pas de bureau pour gérer les choses. Vous enseignerez, guiderez, travaillerez directement avec les élèves. James sourit. Je peux vivre avec ça. Et une chose de plus, Max sera notre premier conseiller étudiant. S'il dit que quelque chose ne va pas, on change. Marché conclu. Max sauta de joie. Je vais être conseiller, Emily? Ça veut dire que je peux aider à prendre des décisions? Ça veut dire que tu nous dis si on se trompe, répondit Emily, souriant. Cool. Je peux commencer maintenant? Emily regarda James une dernière fois. Vous êtes sûr de ça? C'est beaucoup d'argent, beaucoup de travail, beaucoup de risques. Emily, pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûr de quelque chose. Elle prit un stylo sur l'établi. Alors, faisons l'histoire. Et elle signa le contrat, officialisant le partenariat qui changerait leur vie pour toujours. 6 mois après la signature du contrat de l'école, James était dans son sous-sol à 2 heures du matin, tenant une perceuse, de la sueur sur le front. Sur son établi improvisé, un écrou de moteur de 8 cm se transformait en quelque chose de complètement différent. Il avait commencé le projet 3 semaines plus tôt, travaillant en secret quand Emily n'était pas là, ponçant, polissant, ajustant, répétant. Ses mains, maintenant endurcies par tout le travail à l'atelier, maniaient les outils avec une précision qu'il n'avait pas un an auparavant. L'écrou provenait du moteur original de la Chevelle des années 1970. Lors de la révision complète de la voiture, James avait gardé la pièce, disant qu'elle avait une valeur sentimentale. Emily avait ri, le traitant de romantique incurable, si elle savait à quel point il l'était. James tint l'écrou poli à la lumière. Le métal brillait comme de l'argent, chaque surface parfaitement lisse. Au centre, là où se trouvait autrefois le trou pour le boulon, il avait serti un petit diamant qui provenait de la bague de fiançailles de sa mère. Ce n'était pas conventionnel, certainement pas traditionnel, mais c'était parfait pour Emily. Le lendemain matin, James arriva à l'atelier avec une boîte en bois poli. Emily vérifiait l'avancement de la construction de l'école à l'extérieur, observant les ouvriers installer les dernières fenêtres. C'est magnifique, dit-elle sans détourner les yeux du bâtiment. Tout comme la directrice technique, répondit James. Emily Ritt. Très charmant, monsieur Thompson. James, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. Allez-y. Passe ici. À l'intérieur. Elle le suivit dans l'atelier, curieuse du ton sérieux dans sa voix. Max était à l'école, ils avaient donc de l'intimité. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Vous semblez différent. James posa soigneusement la boîte sur l'établi. Vous vous souvenez de la boîte à outils de votre père? Celle que vous m'avez montrée le premier jour? Bien sûr, celle avec F. Carter. Pourquoi? Vous avez dit qu'elle était cassée. Le loquet ne fonctionnait plus. C'est dry. Je ne pouvais pas l'ouvrir correctement. James tourna la boîte vers elle. C'était la même boîte, mais entièrement restaurée. Le métal brillait, le loquet fonctionnait parfaitement, et le nom F. Carter avait été regravé en lettres plus profondes. James, comment avez-vous? Je l'ai emprunté il y a 2 semaines quand vous êtes sorti acheter des pièces. Emily passa ses mains sur la surface de la boîte, émue. C'est parfait, exactement comme quand mon père l'a acheté. Ouvrez-la. Emily souleva le loquet. La boîte s'ouvrit doucement, révélant une doublure en velours bleu à l'intérieur. Au centre,
là où se trouvaient habituellement les outils, reposait un petit coussin de satin blanc, et sur le coussin, la bague. Emily resta silencieuse un long moment, regardant l'écrou poli qui brillait comme un bijou précieux. James, c'est un écrou de moteur. De ma chevelle, celle que vous avez réparée le premier jour où nous nous sommes rencontrés, j'ai fait une bague avec un écrou de moteur et le diamant de la bague de ma mère. Emily prit délicatement la bague, la tournant dans la lumière. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue. James sentit son cœur s'arrêter. Ridicule? Et en même temps, la plus belle. Il soupira de soulagement. Emily Carter, dit-il, s'agenouillant près de l'établi. Il y a un an, vous avez réparé mon moteur en 10 minutes, mais il vous a fallu beaucoup plus de temps pour m'apprendre que les moteurs ont une âme. Vous m'avez appris à travailler de mes mains, à écouter ce que les moteurs me disent, à trouver de la satisfaction dans la réparation des choses cassées. Emily tenait la bague, les yeux brillants. Plus important encore, vous m'avez appris que certaines choses ne peuvent pas être achetées ou négociées. Elles doivent être construites avec patience, honnêteté et travail acharné. Continuez. Je ne veux pas seulement construire des moteurs avec vous, Emily, je veux construire une vie, une famille, un avenir où nous enseignons aux autres que le travail honnête et le véritable amour sont les seules choses qui comptent vraiment. Emily s'agenouilla à côté de lui. James Thompson, me demandez-vous de vous épouser avec une bague faite de ferraille de moteur? Oui, dans l'atelier de votre père à côté d'une Jeep qui a besoin de réparer sa transmission. Emily sourit, des larmes coulant sur son visage. Alors ma réponse est oui. Bien sûr que c'est oui. James glissa la bague à son doigt. Elle s'adaptait parfaitement. Vous êtes sûr? Demanda-t-il. Ce sera une vie différente. De la graisse sur les mains, du travail dur, des problèmes de moteur tous les jours. James, je ne changerai cette vie pour rien au monde. Pas pour toutes les bagues traditionnelles du monde. Ils s'embrassèrent là, sur le sol de l'atelier, avec l'odeur d'huile dans l'air et le bruit des outils en fond. Et quand Max rentra de l'école 1 heure plus tard, il les trouva encore enlacés, planifiant un avenir construit de leurs propres mains. Enfin, cria-t-il. Puis-je être le témoin? Tu peux, dit Emily, montrant la bague. Mais seulement si tu promets de ne pas pleurer à la cérémonie. Je promets, mentit Max, déjà ému. Et ainsi, avec des rires et des larmes, ils commencèrent à planifier le mariage le plus inhabituel que Brentwood, Tennessee, ait jamais vu. La cour de Carter & Sons Auto Repair n'avait jamais accueilli autant de fleurs. Des guirlandes de lumière jaune étaient suspendues entre les arbres, et des chaises empruntées à l'église méthodiste formaient une allée improvisée entre les établis. C'était samedi, 10 heures du matin, et le mariage le plus inhabituel de Brentwood était sur le point de commencer. James ajusta sa combinaison bleu marine pour la 5e fois, essayant de calmer ses nerfs. Le tissu était neuf, mais la coupe était la même que celle qu'il avait appris à porter ces derniers mois. Sur la poche de poitrine, brodée en lettres dorées, on lisait cofondateur de Carter Motors. Tu es plus nerveux que la première fois que tu as assemblé un moteur, plaisanta George, son oncle et témoin. Bien plus nerveux, admit James, regardant autour de lui. Les invités formaient un mélange étrange. Des cadres de Thompson Automotive assis à côté des voisins de l'atelier. Max avait insisté pour inviter toute sa classe d'école, qui remplissait maintenant 2 rangées, chuchotant avec excitation. Le pasteur de l'église méthodiste, un homme gentil nommé Révérend Davis, organisait ses notes sur un établi couvert d'une nappe en dentelle blanche. À côté de lui, l'autel était décoré avec de vieux outils appartenant au père d'Emily, polis jusqu'à ce qu'ils brillent comme de l'argent. La voilà! Cria Max, courant vers James. Le garçon portait un petit costume emprunté et tenait une boîte à outils miniature peinte en blanc et décorée de rubans bleus. À l'intérieur se trouvaient les alliances, toutes deux fabriquées par James selon la même méthode que l'écrou poli, mais plus petite et plus délicate. La musique commença. Ce n'était pas la marche nuptiale traditionnelle, mais Atlas d'État James, joué sur la même vieille radio que Max avait apportée des mois auparavant. Et puis Emily apparut. Elle marchait seule, elle y avait tenu, portant une combinaison blanche qu'elle avait brodée elle-même de petites fleurs bleues. Ses cheveux étaient lâchés avec une simple couronne de marguerite. À ses pieds, ses bottes de travail habituelles, propres et polies. James sentit comme si on lui avait coupé le souffle. Emily était rayonnante, souriant avec un mélange de bonheur et de malice qu'il avait appris à aimer. Respirez Ed, chuchota George à son oreille. La cérémonie fut simple et émouvante. Le révérend Davis parla de partenariats authentiques, de construire quelque chose de durable ensemble, de trouver la beauté dans les choses simples de la vie. Quand vint le moment des vœux, James sortit un morceau de papier froissé de sa poche. « Emily, commença-t-il, la voix légèrement tremblante, tu m'as appris que les meilleures choses dans la vie ne viennent pas toutes prêtes. Elles doivent être construites pièce par pièce avec patience et amour. » Emily sourit, les yeux brillants. « Tu m'as appris que les moteurs ont une âme, que le travail honnête est la plus grande richesse, et que parfois, la bonne personne arrive au bon moment pour réparer tout ce qui était cassé dans nos vies. » Max renifla bruyamment au premier rang. « Je promets de construire notre vie ensemble,
comme tu m'as appris à construire des moteurs, en écoutant, en ajustant, en réparant quand c'est nécessaire, et toujours, toujours avec amour. » Emily essuya une larme et partagea ses propres vœux. « James, tu es arrivé ici comme un homme perdu essayant d'impressionner tout le monde. Mais tu as découvert que la véritable impression vient des mains qui travaillent dur et d'un cœur honnête. » Elle prit ses mains, rugueuses de tant de travail. « Je promets de t'enseigner tout ce que je sais sur les moteurs et la vie, tant que tu continueras à m'apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Max s'avança avec la petite boîte à outils, l'ouvrant solennellement. Les bagues brillaient à l'intérieur de la boîte doublée. « Avec ces bagues, promettez-vous tous les deux de construire une vie ensemble ?» demanda le révérend Davis. « Oui, » répondirent-ils à l'unisson. « Alors, par l'autorité qui m'est donnée, et par le pouvoir du véritable amour dont nous sommes témoins ici aujourd'hui, je vous déclare maintenant mari et femme. » La foule éclata en applaudissements. Max sautait de joie. Même les cadres les plus sérieux de Thomson Automotive souriaient. « Maintenant, ouvrons le vrai cadeau de mariage !» cria Max. James et Emily marchèrent main dans la main vers l'école nouvellement construite. Devant le bâtiment, couvert d'un tissu blanc, se trouvait le moteur qu'ils avaient construit ensemble le tout premier jour, la Mustang de 1965, maintenant montée sur un socle spécial avec une plaque dorée, premier moteur Carter, en mémoire de Michael Carter, visionnaire. « Ensemble ?» demanda James. Emily hocha la tête. Ils tirèrent le tissu en même temps, révélant le moteur poli et brillant. James tourna la clé. Le moteur rugit à la vie, parfait et puissant. Les voisins applaudirent, les enfants acclamèrent, et la musique emplit l'air. Emily s'approcha de James et chuchota à son oreille. « Maintenant, tu es un homme de parole et de moteur. » James l'embrassa là, au milieu de la célébration, avec le son du moteur qu'ils avaient construit ensemble résonnant en fond. « On l'a fait, » dit-il. « Fait quoi ? » « Construit quelque chose qui durera pour toujours. » Emily sourit, regardant autour d'elle Max dansant avec les enfants, l'école qui enseignerait à des générations de mécaniciens, le moteur ronronnant comme une promesse pour l'avenir. « James Thomson, tu as enfin appris la différence entre les machines et les moteurs dotés d'une âme. » « Appris, oui, parce que maintenant tu sais que les meilleures choses dans la vie ne peuvent pas être achetées. Elles ne peuvent être construites qu'avec de l'amour, du travail acharné et beaucoup, beaucoup de patience. » Et tandis que la fête continuait autour d'eux, James et Emily restèrent enlacés l'un contre l'autre.